Bonjour et bienvenue au sommet de la psychopédagogie positive. Alors, je suis très, très, très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle conversation. Aujourd'hui, j'ai la chance de discuter avec Marie Remieux, qui est praticienne en psychopédagogie positive, mais je vais la laisser un peu plus se présenter pour nous expliquer qui elle est. Bonjour Marie. Bonjour Isabelle et bonjour à tous. Voilà, je suis psychopédagogue depuis 2021. J'ai été certifiée à la Fabrique à Bonheur, juste à la fin enfin plus ou moins en Covid. Oui. Et voilà, j'ai été enseignante pendant 15 ans et en classe primaire. Et puis un jour, j'ai remis en question ce que je faisais autour des naissances de mes enfants. À la naissance de mon quatrième, je me suis dit, je pars et je ne reviendrai pas. Je me suis, voilà, j'ai fait un bilan de compétences, j'ai réfléchi dans tous les sens, et puis je suis tombée sur la formation de la Fabrique à Bonheur qui m'a semblé être une bonne piste. Je me suis formée et j'ai ouvert mon cabinet dans un premier temps, un cabinet, tout Oui. simplement. Et puis depuis, il y a pas mal d'eau qui a coulé sous les ponts Oui, et parce plein d'autres choses sont qu'aujourd'hui, venues. aujourd'hui avec toi, c'est de ça dont on va parler. C'est d'abord pourquoi on choisit un métier d'accompagnement? Qu'est-ce qu'on vient y jouer aussi de nous-mêmes, hein, de notre utilité? Deux, quels sont les risques dans ces métiers-là quand on est tourné vers les autres, qu'on aide, les risques qu'il peut y avoir? Et toi, tu as trouvé, puisqu'on parle de santé de manière globale, donc tu as trouvé un équilibre, une santé générale, j'allais dire une santé globale dans ce métier. Et ça m'intéresse de savoir comment tu mets ça en œuvre pour te préserver d'un épuisement, puisqu'on va voir que tu as quand même beaucoup de facettes dans ton activité. Donc, ma première question, c'est ça, c'est qu'est-ce qui fait que bah, tu enseignais, tu avais choisi le métier d'enseignement, puis tout d'un coup, ça s'arrête et tu choisis de faire autre chose. À quel moment ça a basculé, ça? A basculé, je pense, au moment où je rentrais à la maison et j'avais mes trois enfants à gérer. À l'époque, ils étaient que trois. Et Mhm. où je n'avais plus d'énergie pour m'occuper de mes propres enfants. Donc, c'était beaucoup de tension, beaucoup d'agacement. J'arrivais pas à m'organiser dans mon temps de travail. Alors, j'étais à mi-temps, mais c'est des faux mi-temps qui n'étaient pas vraiment très confortables. Et là, je me suis dit, en fait, c'est mes enfants qui trinquent et ça, je veux pas. Voilà, je veux pas. En fait, je commençais à comprendre que je n'avais plus de patience pour ceux que j'avais à l'école en face de moi, les 28 petits loulous, mais aussi que ça commençait à toucher à ma propre famille. Et ça, alors là, ça a été vraiment radical. Et je me suis dit, il faut vraiment que je passe à autre chose. Alors, ça a pris du temps, hein. Oui. J'ai pas fait une conversion en 6 mois, hein. Ça m'a vraiment pris 3, 4 ans de réfléchir, de trouver. Et une fois que voilà, que j'ai fait mes paquets et mes caisses, que j'ai pris tout mon matériel, je ne reviens plus en arrière, je trace. J'étais pas encore formée à ce moment-là à la psychopédagogie, mais en tout cas, j'avais cette certitude qu'il fallait que, pour ma santé mentale, hein, clairement, Oui. que je quitte ce milieu-là. Oui, Alors, voilà, t'avais donné ce temps, qui est quand même 15 ans, ouais, c'est quand même beaucoup, mais bon, dans ce que tu décris, c'est quand même les signes avant-coureurs d'un burn-out, hein, parce que quand on n'en peut plus, quand on devient oui, irritable, qu'on se sent épuisé, débordé et surtout irrité, toi tu étais irrité par tes élèves, irrité par tes enfants, etc. Là, il y a quand même une alerte. Très souvent, on a ouais. tendance à dire, oh, c'est rien, ça va passer, mais faut vraiment faire attention à ça, parce que ça, c'est des signes d'épuisement professionnel et maternel en même temps. Ouais, tout à fait. Et du coup, forte de cette expérience, moi, je me suis dit, il faut vraiment que je change de façon de faire. Et en formant la psychopédagogie, ce que j'ai trouvé intéressant et ce qui pouvait peut-être me convenir, c'était cette relation plus individuelle, en tout cas en plus petit groupe. Moins de bruit, moins de stimulation, moins de sensoriel, en fait, hein. Dans une classe, dans une salle de classe, on est quand même vite Oui. épuisé par tout ça. Et donc, finalement, avec toute cette formation, je me suis reconnectée à mes propres émotions, à mes propres besoins. Et là, voilà, j'ai tout remis en place et j'ai dit, OK, c'est bon. Là, ça va, je passe une marche, je passe quelque chose que j'avais pas encore compris, que j'avais pas encore senti vraiment de l'intérieur. Et c'est comme ça aujourd'hui que je veux continuer à travailler. Je ferai pas machine arrière Oui. parce que vraiment,
prendre soin de soi avant de donner aux autres, je pense que c'est vraiment, voilà, c'est une des clés de la santé mentale au travail, hein. Oui, ça c'est sûr. Mais et en même temps, tu vois, ce qui est intéressant, c'est que tu dis pas, je vais faire une reconversion vers quelque chose qui est radicalement différent. Je sais pas, aller planter des radis dans le Vexin ou monter un stand de glace, je ne sais où. Tu continues dans quelque chose qui était déjà ton moteur au départ. Qu'est-ce qui fait que tu avais choisi l'enseignement au début? Alors, je l'ai choisi un peu par défaut. Ma belle-mère, avec qui j'ai toujours vécu, était enseignante. Ça tirait bien d'être enseignante. Oh, t'as de l'autorité, t'as fait ton BAFA, t'as fait ton BAFD, oh, t'as fait plein de colos, tu vas savoir mener une classe. Ouais. Et finalement, moi, j'avais pas été questionner mes propres besoins, mes propres, tous mes rêves, etc. À cette époque-là, voilà, j'avais pas été assez loin. Puis je suis partie dans ce métier-là qui m'a correspondu pendant quelques années. Vraiment, voilà, j'ai beaucoup appris. Et dans la suite, j'avais vraiment besoin de retrouver du sens dans mon parcours professionnel. Donc tout ce qui était pédagogie, tout ce qui était lien avec l'enfant, lien avec les familles, tout ça, j'en avais vraiment envie de continuer cette histoire-là. Et j'avais pas envie de partir, voilà, planter des radis ailleurs. C'était vraiment important d'avoir une continuité pour pouvoir donner du sens à ma carrière voilà, à la suite. Je voulais pouvoir m'appuyer sur ce que j'avais compris avant, sur ce que j'avais appris, ce que j'avais revisité dans tous les sens, pour pouvoir après déployer et poursuivre dans ce sens-là. Parce que tu vois, tu dis, bah, j'ai un peu choisi par hasard, il y a ma belle-mère, tout ça. Et on dit, en psycho du travail, on dit que on choisit parfois un métier par hasard, mais on n'y reste pas par hasard. Tu es quand même resté 15 ans. Donc, c'est que vraiment dans la question de l'accompagnement, de l'enseignement et de l'accompagnement, il y a quelque chose qui est un moteur chez toi. Ça serait quoi, Ouais, tu vois, quand on accompagne, on sait bien que ouais, nous, on dit souvent, et pendant la formation, on le dit, on n'est pas là pour sauver les autres, on va sauver personne. Par contre, il y a un besoin de contribuer de cette façon-là. Est-ce que toi, tu as, creusé le pourquoi tu es allé vers ce métier-là et maintenant la psychopéda d'accompagner en individuel ou en plus petit groupe qu'est-ce qui se joue pour toi dans l'accompagnement? alors moi, je crois que c'est vraiment des valeurs que je suis allée questionner, c'est des valeurs avec lesquelles j'ai grandi, j'ai été élevée. Euh, Si je te dis que j'ai une sœur orthophoniste, une sœur psychomotricienne, une sœur qui fait du coaching, voilà, on a une forte, euh, comment dire, une forte appétence pour aller aider et pour aller partager. Et je crois que cette question de partage, c'est quelque chose qui m'habite encore, voilà, ailleurs, pas que dans le métier, hein, Oui, mais en tout cas qui est un de mes piliers. ah oui. Et c'est aussi que, voilà, parce que je partage, parce que euh, euh, j'aime bien donner des idées, j'aime bien donner des bons plans, j'aime bien, voilà, et ça peut être dans la vraie vie comme dans le travail, finalement, dans la psychopédagogie, ça marche aussi. Oui. Donc, je dirais, ouais, c'est deux grandes choses, le partage et l'aide, voilà, apporter de l'aide. Ça, c'est quelque chose qui est très, très fort pour moi aussi. Alors c'est vrai que là, avec tes sœurs, vous pourriez monter un cabinet pluridisciplinaire. On y a pensé, on y a pensé. Ben oui, je ne sais pas si vous êtes dans le même coin, mais ça vaudrait la peine parce que là, vraiment, les quatre sœurs, elles ont des aspects différents. Donc, je trouve ça hyper chouette. Donc, ce métier d'accompagnement, comme tu l'as dit, on le choisit pour des questions de valeur. On veut transmettre, on veut aussi, ça permet de valoriser ceux qu'on accompagne parce qu'on croit vraiment à cette histoire de chacun a quelque chose de beau à l'intérieur de lui à offrir au monde, en quelque sorte. Pour autant, il y a une autre facette. Il y a ça, c'est le côté lumineux de la force. Et il y a le côté obscur de la force quand on accompagne. C'est tous les risques qu'il y a dans le métier. Toi, comment tu les as identifiés? Tu dirais que c'est quoi les risques quand on accompagne les autres? À quel endroit ça devient un peu dangereux et on peut y perdre sa santé? Euh, alors, j'étais en train de penser à tout ce que
tout ce qui se rejoue aussi finalement quand on choisit ces métiers-là, c'est pas pour rien. Qu'est-ce que ça peut venir réparer aussi de mon histoire? Donc ça, voilà, prendre soin d'être bien clair avec tout ça, de travailler dessus et puis de voilà, c'est important de pouvoir de pas faire d'amalgame hein, finalement. Moi là, d'être à sa place euh, de praticien, mais à sa juste place. Je viens pas me réparer, je viens aider les autres et vraiment ça c'est quelque chose qui me semble être très très important à garder en tête. Et après, euh, les risques, moi, c'est des risques que j'avais déjà touchés quand j'étais enseignante, Ouais. finalement. C'est des risques, alors comme je disais à mon mari, c'est de ramener mes petits accompagnants, mes petits accompagnés dans mon lit le soir, de m'endormir avec, parce que je pense à eux, parce que j'ai pas de solution pour leurs problèmes, parce qu'il y a beaucoup de souffrance. Et quand j'ai commencé à être enseignante, en fait, j'étais une éponge, je prenais tout sur moi Ouais. et j'absorbais tout et j'arrivais pas à avoir cette juste mesure en fait, cette juste distance Mhm. qui fait voilà, on prend du recul. Il y a ce qui leurs difficultés, etc. Voilà, c'est très triste, c'est très lourd parfois à porter, mais ça reste leurs difficultés et moi je peux pas porter et c'est pas mon rôle. Je suis Ouais. là pour aider, je suis là pour guider, je suis là pour réorienter s'il y a besoin, mais ne pas tomber dans cet amalgame. Et ça, je crois que c'est quelque chose que j'avais compris en étant enseignante et que je me suis vraiment bien gardée dans ma pratique aujourd'hui au cabinet, de pas tout mélanger. Parce que sinon, on peut complètement se laisser envahir par des problématiques qui nous dépassent. Et puis là, on n'est plus du tout productif et puis on n'est plus dans une relation d'aide, en fait. On part sur Oui. autre chose. Et en même temps, tu as raison, c'est ta sensibilité qui fait que tu arrives à enseigner comme il faut et à accompagner comme il faut. Et cette sensibilité, elle peut se retourner contre toi, devenir une hypersensibilité qui fait que on n'arrive pas à se dégager de la préoccupation. Effectivement, quand on Ouais, écoute, bah voilà, quand on accompagne de cette façon-là, on écoute des situations qui parfois sont très lourdes, qui peuvent devenir très envahissantes. Et si soi-même, on pose pas une limite et on se dit pas, bon, là, qu'est-ce que moi je peux faire et qu'est-ce que je ne peux pas faire et qu'est-ce que j'ai le droit de faire et qu'est-ce que j'ai pas le droit de faire, euh, eh bien, quand on n'arrive pas à... Oui, oui, quand on n'arrive pas à poser ses propres limites, le risque, il est important, comme tu le disais, d'être envahi, de ramener dans ton lit, voilà, toute ta classe, ça fait du monde, ou tous tes petits, ou tous tes petits patients, ça fait beaucoup de monde. Donc, dans tous ces métiers-là, où on va s'occuper des autres, il y a toujours cette dimension-là, bah, tu l'as dit au départ, on le voit dès qu'on est irrité, c'est qu'on n'est plus au bon endroit. Quand on est trop préoccupé, c'est qu'on n'est plus au bon endroit. Quand on veut sauver aussi, en t'écoutant, je pensais à des personnes qui choisissent le métier de l'enseignement pour réparer leur parcours scolaire douloureux ou choisissent l'accompagnement pour réparer quelque chose. Donc, mais on se répare jamais sur les autres, quoi. Donc ça, c'est vraiment non, le point de vigilance, quoi. ouais, tout à fait. Ouais. Ah, on a Après, oui, vas-y, pardon, je te dirai après. ouais, je pense qu'il y a aussi, voilà, comment on s'entoure. Moi, c'est quelque chose qui est très important. Au cabinet, moi, je peux être très seule finalement parce que, par exemple, le mercredi, les enfants s'enchaînent, les parents sont pas toujours dispo pour s'arrêter un quart d'heure pour qu'on fasse le point, Ouais, puis c'est pas toujours le bon moment non plus. ouais, Donc finalement, il y a des journées parfois qui peuvent passer comme ça, avec très peu de contact avec des adultes ou avec d'autres personnes. Et ça, assez vite, dans mon métier, dans mon installation au cabinet, je me suis dit, là, il faut que je fasse attention à ça. Parce que moi, j'adore le contact, mm, j'adore aller parler, j'adore aller rencontrer les gens. Et du coup, de me fermer un petit peu comme ça et de ne pas pouvoir échanger aussi, comment dire, il y a toute cette pensée aussi qui se construit dans les échanges avec les autres, etc. mm, Ça, moi, c'est quelque chose, c'est un stimulant. Voilà, c'est un de mes moteurs. Donc, ça a été une priorité très rapidement. Voilà, l'histoire a fait que j'ai pu me mettre assez vite en contact avec d'autres structures pour pouvoir élargir et pour pouvoir euh, travailler plus en équipe, mm. travailler dans d'autres structures avec d'autres personnes qui ont vraiment rien à voir avec la psychopédagogie, mais finalement, en faisant alliance ensemble, en travaillant autour de préoccupations communes, eh ben, ça nourrit cette autre partie de moi-même qui a vraiment besoin d'être soignée.
Oui, ouais, ça, on va y revenir sur cette partie-là. Moi, ce que je trouve intéressant dans ce que tu as mis en œuvre, c'est que comme tu le dis, t'es pas resté juste dans ton cabinet, un peu enfermé, isolé. Tu as choisi d'avoir une activité qui est multifacette, on va y revenir, qui peut paraître dense, mais dans laquelle tu retrouves finalement de l'énergie et de la santé. Juste avant, ce que ta réflexion, ça m'a fait penser au fait que effectivement, quand nous, on recrute les stagiaires sur la formation en psychopéda, on a un point de vigilance extrême dans le dossier de candidature en disant, est-ce que vous avez fait un travail sur vous? Est-ce que vous êtes en thérapie? Est-ce que vous avez fait voilà, quelque chose de classique ou de moins classique comme la psychocorporelle? Mais est-ce que vous prenez soin de vous? Certains répondent non ou non, j'ai lu des livres. Mais bon, ça suffit pas, quoi. Donc, on a cette vigilance-là. Alors, je sais pas si toi, tu avais jugé ça comme particulièrement intrusif, qu'on pose cette question. Mais pour nous, c'est essentiel de dire, bah, connais-toi toi-même, au moins un petit peu, pour éviter ouais, de pas aller au bon endroit, quoi, de pas être au bon endroit. Il faut se réparer Mm. d'abord avant d'aller essayer d'accompagner les autres à se réparer, quoi. Ouais, Donc, tout à fait. Ouais. euh, sur cet aspect-là de ton activité, là, justement, maintenant, je veux bien qu'on arrive à cet endroit-là, qui est qu'est-ce que tu as mis en place et qu'est-ce que ça t'apporte dans chaque différents aspects de ton activité? Qu'est-ce que tu as mis en place pour vraiment te sentir bien dans ton activité de praticienne en psychopédie? Alors, j'ai envie de parler du temps parce que c'est Ah oui, finalement, quand je commence des séances avec les ados, j'aime bien faire une séance sur le temps parce que ce temps, en ouais, fait, il est fondamental. C'est comment je vais structurer mon activité, comment je vais trouver un équilibre entre ma tête, mon cœur, mon corps. ouais. Euh, pour moi, c'est fondamental en fait. Surtout quand on est auto-entrepreneur, on peut partir un peu dans tous les sens, on peut répondre à toutes les sollicitations, etc. Mais finalement, de réussir à construire euh, un emploi du temps, parce que moi, clairement, c'est ça, hein, un emploi du temps qui me permette d'avoir un rythme, qui me permet du coup de varier les activités et qui permet d'avoir du temps de ressourcement pour moi à proprement parler. Euh, Tous les matins, je me bats avec mon mari pour emmener mon fils à l'école, mon petit dernier, parce que c'est pour moi super important d'aller marcher avant de me mettre au travail. D'accord. Je travaille, moi j'ai mon cabinet qui est sous la maison, donc en fait je peux faire 5 pas et être dans mon bureau. Ouais, Mais je crois vraiment, vraiment à cette importance de prendre soin du corps. Et moi, ma petite marche, mes 8000 pas le matin, j'essaie de faire 8000 pas, de faire un petit tour sur la coulée verte et de revenir jusqu'à chez moi pour me mettre en mouvement, pour aussi décanter des projets qui sont dans ma tête. Finalement, en marchant, ça marche super bien. Donc, ouais, et puis finalement, c'est aussi ce temps-là, ben, je demande aux enfants, aux ados qui viennent me voir d'en prendre soin, mais bon, voilà, moi aussi, il faut que j'en prenne soin. ouais. Donc ça me semble être vraiment, c'est un de mes piliers. C'est-à-dire que le matin, finalement, j'ai pas beaucoup d'activités, j'ai moins de rendez-vous. Les enfants, les ados, ils se déplacent, enfin, ils sont plutôt libérés enfin, tôt l'après-midi que tôt le matin. Mhm. Donc au cabinet, voilà, ça commence à arriver en début d'après-midi. Et donc ce matin, je le garde pour moi, voilà, pour marcher, pour avoir un petit temps de préparation, pour aussi avoir du temps de loisir pour moi, aller faire du sport, faire de la couture, parce que j'adore faire de la couture. Voilà, avoir ces moments-là qui me permettent vraiment de me ressourcer et de pouvoir gérer aussi la maison, des choses un peu annexes. Alors, en essayant de délimiter ce qui est du travail et ce qui ne l'est pas, bien évidemment, parce que ça peut être aussi un risque de tout mélanger. Et donc, moi, voilà, mon emploi du temps, il est un peu fixé comme ça. Le mercredi matin, par exemple, j'ai fait le choix de pas travailler et de m'occuper de la maison, de mon dernier et d'avoir ce temps disponible pour la famille. C'est vraiment important, voilà. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment une de mes priorités. Oui, tu as Euh, raison sur cette histoire, pardon de te couper, de l'auto-entrepreneuriat.
c'est que à la fois on dit, ah, c'est super, je suis auto-entrepreneur, je suis indépendant, je peux faire ce que je veux, mais en même temps, il y a une vraie inquiétude de, mais si personne ne vient, si je fais pas de chiffre d'affaires, comment ça va se passer? Donc, donc parfois, comme tu le dis, certains ont tendance à remplir, 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 par peur de manquer, et du coup, ils s'asphyxient tout seuls, quoi. C'est c'est vraiment, je cours après l'activité, je lâche quelque chose qui ne me convenait plus pour aller vers un métier dit passion, mais je dis souvent que même avec un métier passion, on peut être en burn-out hein, si on remplit trop. Donc toi, Ouais, tu fais de l'espace, voilà, un peu d'espace dans cet emploi du temps pour avoir de la respiration et pour pouvoir être disponible ensuite pour tes ouais, patients, pour ton activité. Ouais. c'est ça. Et puis, je rajouterais aussi le sommeil. Voilà, pour moi, c'est super important. Je suis une grosse dormeuse et je Ouais. sais que s'il me manque du sommeil, je suis pas disponible. J'arrive pas à être connectée, j'arrive pas à trouver mes mots, je suis plus lente, etc. Et je sais que les séances que je vais faire, si j'ai pas assez de sommeil derrière, elles sont, moi, je me trouve moins, moins performante, en tout cas, quand je prends pas soin de mon sommeil. Ouais. Donc ça, c'est voilà, c'est pour l'aspect corps. Je trouve que c'est toujours bon de le rappeler voilà, de tirer sur la corde, bah non, en fait, quand c'est trop, savoir aussi dire, non, en fait, là, j'ai plus de place en ce moment pour vous prendre, je vous mets sur liste d'attente, je vous rappellerai peut-être après, ou ce projet-là, bah, pour l'instant, c'est trop. Euh, il y a des choix parfois qui sont des choix du cœur, il y a des choix de la raison, mais c'est toujours important de les remettre en balance parce que comme tu dis, voilà, on peut remplir, remplir. La nature aime pas de vide, donc voilà, on est bon pour ça. Hein. Mais après, en fait, c'est des retours de bâton. Après, on se reprend en pleine face. Donc, pour moi, c'est pas pertinent. Ouais. Euh, alors, tout ça, ça s'est construit. Hein, je l'ai compris aussi dans le temps. Je connais maintenant mon nombre de séances hebdomadaires maximum. Où vraiment, là, je sais que c'est bon, que ça passe. Et je connais le palier. Le palier où c'est trop et où il faut lever le pied. Et il faut prendre un petit peu de recul et puis se dire, bah voilà, là, je vais pas à la course au remplissage, à la course au gain aussi, et financier, hein, qui peut être aussi Ouais. parfois voilà une raison, mais de se dire voilà, je, je lève le pied. Puis ce que j'ai remarqué aussi, c'est que quand je lève le pied, finalement, il y a d'autres choses vertueuses qui arrivent derrière. Ouais. Et c'est pas parce que j'ai dit non à deux, trois parents pour un accompagnement tout de suite maintenant et que j'ai pas de place. C'est pas, ils vont pas forcément, ils sont pas très contents parfois, ils ont envie d'une réponse tout de suite, mais c'est pas grave en fait. La roue elle tourne et il y a plein d'autres choses bonnes qui arrivent derrière et on le récupère autrement entre guillemets. Voilà, c'est ces petits noms qui sont posés, Oui, c'est et puis intéressant. parfois, moi j'ai vu dire, je suis désolée, je peux pas vous prendre actuellement, mais je vous invite à contacter un tel ou un tel. Et l'urgence qui semblait très urgente fait qu'ils disent, ah ben non, ben on va attendre. Donc en fait, c'est pas si urgent que ça, quoi. Donc finalement, résister à la pression de l'extérieur. Parce que quand on est parent et qu'on a besoin que notre enfant soit vu en psychopédat et qu'on est anxieux, on va vouloir impérativement que ce soit tout de suite maintenant, mais par moment, voilà, c'est pas que c'est Pas pas possible. nécessaire, c'est que ça peut attendre un petit peu. Il n'y a pas non plus péril en la demeure. On n'est pas dans de la greffe d'organes ou autre où il faudrait tout de suite qu'on change quelque chose. Mais là, voilà, c'est d'être en capacité de dire non ou de dire je suis désolée, mais allez voir ma collègue. Ça permet aussi de voilà, de pas juste refuser, mais d'orienter vers quelqu'un d'autre. Mm, mm. Tu as aussi, ça, on a parlé de la partie, donc cette partie consultation, mais tu as aussi d'autres choses qui sont, voilà, d'autres facettes de ton activité qui te donnent de l'énergie, j'ai l'impression, qui te nourrissent sans t'épuiser. Qu'est-ce que c'est? Alors, il y a plein de choses qui sont arrivées dans le temps de façon providentielle ou pas, voilà. Mais en tout cas, l'histoire a commencé avec une association qui est financée par la ville d'Antony, là où je vis, Ouais, et qui fait du soutien scolaire et qui, en dehors du soutien scolaire, est aussi un lieu de vie, d'accueil, d'éducation pour les familles et pour les enfants des quartiers prioritaires de la ville. ouais, Donc, ils ont plein de structures. Et puis, assez rapidement, quand je me suis installée, il faudrait qu'on se rencontre.
ça pourrait être intéressant, etc. Et donc, assez vite, finalement, j'ai été, j'ai, je me, j'ai, allez, je suis allée rencontrer cette équipe avec des jeunes éducateurs donc qui prennent en charge des enfants qui ont quand même des profils difficiles, des liens très compliqués avec l'école, parce que ce sont souvent des collégiens qui sont exclus temporairement, définitivement des collèges. Oui. Et donc, dans ces mesures d'exclusion, en fait, ils sont pris en charge par cette structure. Au lieu de les laisser dans la rue, ils ont un rendez-vous tous les matins pendant 2, 3 heures pour travailler donc tout le programme scolaire, mais aussi pour travailler leur lien à la scolarité, pour travailler aussi des projets, pour redonner du sens, etc. Et finalement, je me suis sentie très très proche avec la psychopédagogie de leur approche à eux, qui était vraiment, on va voir l'enfant tel qu'il est, avec toutes ses qualités, avec tout ce qu'il sait bien faire, et on va mettre la sanction de côté. Alors parfois, c'est des sanctions qui sont quand même très graves, hein. Je veux dire, ils poussent le bouchon un peu loin, Oui. mais de leur laisser cette chance et d'aller à leur rencontre pour pouvoir essayer de restaurer un lien de confiance avec l'adulte, un lien avec l'école. Oui. Moi, ça, j'ai trouvé ça extraordinaire. Donc, au début, j'intervenais sur les mesures d'exclusion. Et puis, peu à peu, sont arrivées les mesures de responsabilisation. Donc, c'est des mesures de l'éducation nationale. C'est un volume d'heures qui est financé par l'éducation nationale et qui permet aux jeunes de bénéficier d'un programme d'un certain nombre d'heures pour travailler sur sa posture, sur aussi l'erreur qu'il a faite, la bêtise, ou bien sur la sanction qui est un petit peu en suspens. C'est afin d'éviter les exclusions, on va faire une mesure de responsabilisation. Mhm. Par exemple, pour mieux comprendre, on avait l'année dernière un enfant euh, qui avait été harcelant avec un enfant qui était d'une classe Ulysse, donc qui était porteur de handicap. Et donc, cet enfant, on s'est dit, ben, on va monter un parcours avec lui pour pouvoir travailler aussi sur sa vision du handicap. Et donc, il est allé passer une journée dans un ESAT. Ouais. Et puis, moi, derrière, j'ai repris avec lui en séance individuelle. J'avais 3, 4 séances individuelles avec lui. Tout la connaissance de lui-même, ce lien aussi avec ce camarade. On a reparlé des relations, on a reparlé des conflits, de comment, avec la CNV, on a repris des outils. Et finalement, euh, avec ces mesures-là, on leur donne la possibilité de se restaurer et de reprendre leur place dans leur parcours de collégien. Ouais. Et ça, c'est quand même assez puissant. Donc, dans ces mesures-là, moi, je vais directement dans les collèges. Et donc, ça, je trouve ça génial parce que je rencontre les CPE, les proviseurs avec lesquels on peut échanger et avec qui on peut montrer aussi, ben, voilà, comment la psychopédagogie peut être un vrai levier et comment on peut faire équipe ensemble pour tendre la main à des enfants qui ont des parcours un peu compliqués. Oui, puis une approche, tu vois, là, en psychopédagogie positive, il y a cette approche tête-cœur-corps, comme tu le disais tout à l'heure, elle est très importante. Et elle est importante aussi sur la question du ressenti dans son corps. Quand je vais harceler quelqu'un d'autre, la partie de mon empathie, elle s'active pas. Je ressens pas quelque chose et je ressens même pas parfois le fait que je suis en train de faire mal à l'autre. Tu vois, il y a quelque chose qui s'est anesthésié pour des raisons qui sont propres à chacun et certainement des histoires compliquées, mais il y a à reconnecter l'ensemble, la tête, le cœur, le corps, pas en étant dans une approche où on va faire la leçon, c'est bien, c'est pas bien, t'es méchant, ils sont gentils, etc., qui est inintéressant, hein, cette vision binaire de la vie. Ouais, c'est ça, d'un côté ou de l'autre. Là, c'est vraiment de reconnecter celui qui a été écarté à juste titre, hein, de le reconnecter à lui, puis aux autres aussi. Donc, j'aime beaucoup ça. Ce que tu viens de nous dire, là, je suis heureuse de savoir que ça existe. Je ne Ouais. sais pas si ça existe partout et de quelle manière, mais voilà, c'est bien que ça puisse se mettre en œuvre parce que parfois on a tendance à penser que la psychopédagogie positive, ça va être exclusivement réservé à des parents qui ont les moyens de payer une séance à leurs enfants. Or, on peut aller, toi tu vas voilà, dans cette association, moi j'interviens très souvent à la Maison pour tous d'Argenteuil, que j'aime beaucoup, auprès des mamans, pour les accompagner dans leur parentalité, pour changer la vision des apprentissages, du travail, etc. Cette approche-là, elle m'intéresse aussi parce que je trouve que le message, il doit être porté à tous les endroits, quoi. Ouais.
Ouais, et puis moi, je trouve ça génial de pouvoir revenir dans ce milieu qui est mon milieu initial, l'école, Ouais. que je connais si bien, et de dire, mais attendez, en fait, on peut faire autre chose, on peut ouvrir, on peut, voilà, il y a d'autres choses qui existent que les alternatives de sanctions pures et dures voilà, comme tu disais, qui portent pas de fruits, quoi. Et donc ça, c'est vrai que c'est très, très, c'est vraiment, c'est des moments super intéressants. Alors, on voit pas toujours les fruits sur le coup, forcément, parce que Ah ouais. moi, je les vois 3 fois, c'est un peu court. Parfois, j'aimerais les voir plus longtemps. Parfois, c'est aussi difficile parce qu'il y en a qui sont pas peu réceptifs, ça peut arriver. Mais c'est pas grave, en fait. Ce qui est chouette, c'est d'entendre, par exemple, la CPE au mois de juin qui m'a dit, ah, mais vous savez, ils viennent souvent me parler des entretiens qu'ils ont eus avec vous. Et je me dis, mais là, c'est tout gagné. S'ils en reparlent, c'est que ça veut dire qu'il y a peut-être quelque chose, une petite étincelle, une petite graine qui a poussé à l'intérieur et que tout ce qu'on a partagé, ça peut peut-être porter du fruit d'un côté ou d'un autre. Donc ça, C'est c'est vrai que voilà dans un notre des. pratique, si on espère avoir les résultats tout de Mm. suite, vaut mieux pas faire ça. C'est-à-dire vraiment, il y a des choses où on ne sait pas l'impact qu'on a eu. Ouais, Parfois, on a le retour bien après. Ou les pas... Moi, j'ai eu, ça m'est arrivé beaucoup l'année dernière, des jeunes patients que j'avais eus il y a plusieurs années, qui étaient petits et qui reprenaient contact bien plus grand et en disant, bah, moi j'avais vraiment bien aimé hein, les séances avec vous. Donc là, j'ai une problématique, je reviens vous voir. Mais c'est eux qui me prenaient contact directement. Je les voyais arriver, donc je revoyais dans ma tête la petite tête d'enfant, mais à 1,80 m et costaud pour certains. Et je me disais, ah, c'est dingue parce que on ne sait pas ce qu'on apporte. Et tant mieux, je pense que dans ce métier d'accompagnement-là, on ne vient pas nourrir son ego. On ouais, est au service des autres, quoi. Donc, parfois, on sait pas, on connaît pas le résultat, quoi. On en non, a juste, on imagine, on suppose, mais on n'a pas directement de retour. ouais, Comme pour toi, exactement. là. Comme Ouais, pour toi, là, quand la CPE te dit, ah, bah, il parle vraiment il parle de vous. Là, tu te dis, OK, c'est bon, s'il parle de moi, c'est qu'il y a quelque chose qui s'installe. c'est ça. Ouais. C'est Et super. puis, alors du coup, dans la suite de ce premier pas, là, dans une structure un petit peu, voilà, où je commençais à être un petit peu identifiée sur le territoire. Et Mhm. puis, je suis allée rencontrer, il y a eu une maison des familles qui a ouvert il y a 2 ans à Antony. Et puis, je suis allée les rencontrer, voilà, parce que il y avait plein de choses qui m'intéressaient. Et puis, de fil en aiguille, je suis rentrée dans l'équipe ressources. Donc, l'équipe ressources de la maison des familles, c'est une orthophoniste, une sage-femme, une médecin pédiatre en parentalité. C'est une éducatrice de jeunes enfants. C'est voilà on est une dizaine de professionnels. On est tous en activité sur la ville et on intervient donc dans cette maison des familles pour proposer d'autres formes, alors des ateliers ou bien voilà toutes des idées qu'on peut avoir à partir du moment où elles sont dans l'esprit de la maison des familles, on peut les proposer. Donc, dans cette maison des familles, on a monté tout d'abord des ateliers autour des devoirs. Donc, c'était les devoirs, on n'en fait pas toute une histoire. Un atelier parent-enfant. Ouais. On a monté un petit atelier sur la concentration parce que c'était une question qui revenait souvent. Voilà. Et puis, de fil en aiguille, on m'a demandé des ateliers sur les copains. Alors, des Ah. copains cool sans les embrouilles. Voilà. Donc, on travaille un petit peu la posture, la confiance en soi, Ouais. toutes ces questions aussi un petit peu en prévention du harcèlement. Tu vois, comment on peut Oui. Mhm. euh, outiller les enfants pour comprendre voilà ce que c'est qu'un bon ami, pour pouvoir apprendre à fixer ses limites, etc. Mhm. Et puis cet atelier, il a bien marché, donc on a continué avec encore d'autres ateliers, plus autour des compétences psychosociales, Ouais. parce que finalement, les compétences psychosociales, c'est quelque chose qui parle bien dans le milieu institutionnel. Oui, 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 Si absolument. je parle de psychopédagogie positive, les gens connaissent pas trop, mais Oui, alors finalement, que, moi, alors qu'on fait on fait c'est aussi ça. enfin, on travaille aussi majoritairement sur les compétences psychosociales, mais on n'emploie pas ce terme-là, Voilà. tous les Donc, jours. j'ai adapté mon langage. T'as bien Et fait, ouais. puis, voilà. Et puis, en fait, ça a été vraiment un désir de la direction de cette maison des familles de pouvoir infuser ces compétences psychosociales dans le service éducation, dans le service jeunesse, dans le service petite enfance, pour que on puisse
outiller les adultes Ouais. qui s'occupent d'enfants pour que eux aussi, à leur tour, ils puissent permettre aux enfants de développer ces compétences-là, qui sont des compétences de vie dont on a besoin tous les jours et que Mhm. nous utilisons énormément voilà, en Mhm. psychopédagogie positive. Donc, finalement, voilà, le lien, il a été vite fait. Et donc, on a monté des parcours pour les parents, donc à la maison des familles. Et puis là, progressivement, il y a d'autres structures de la ville qui me demandent de former des animateurs pour, par exemple, des structures d'aide aux devoirs. On a deux Ouais. grandes structures qui sont installées sur la ville pour, dans les quartiers prioritaires, qui sont pour plus pour les élèves du primaire cette fois-ci. Donc, on a monté un programme pour les outiller, pour les faire travailler eux-mêmes sur leurs compétences psychosociales. Ouais. Et après, par bascule, proposer aussi de comprendre ce que ça peut apporter chez les enfants et comment ça peut être un tremplin pour rentrer en communication. Et puis c'est Euh, super parce que ça reboucle sur ce qu'on disait au départ, c'est-à-dire que parfois il y a des jeunes qui vont être animateurs, ils ont vraiment de la bonne volonté, mais ils ont quand même envie de sauver ou de réparer, etc. Et quand ils se frottent à une difficulté parce qu'ils ne sont pas assez formés, parce que peut-être qu'ils n'ont pas la juste distance, etc., ils vont se retourner contre les gamins en disant oui, de toute façon, ils veulent pas avancer, ils sont nuls. Et du coup, la bonne volonté de départ et l'envie peut devenir une forme ouais, de violence, en tout cas quelque chose de pas sympa parce que comme ils sont confrontés à leurs limites, ils ont du mal à le supporter. Donc moi, je trouve ça essentiel, la formation que tu fais ou qui se fait à d'autres endroits, d'aller outiller, de faire penser la posture, hein, vraiment de dire pourquoi je suis là, pourquoi je suis venu faire du soutien scolaire, au-delà de j'ai besoin de gagner des sous quand je suis étudiant, qui est tout à fait légitime, mais de dire à quel endroit je suis le plus juste dans ma posture et je ne peux pas parler aux enfants n'importe comment, je ne peux pas les dévaloriser, etc. Donc je vais avoir quelques outils en psychopédagogie positive qui vont vraiment m'aider à comprendre et à être ouais, ajusté, quoi. Donc ça, c'est super. Ouais. ouais. Et tu vois Ouais, puis c'est tu vois passionnant. que ça leur apporte, tu vois la différence? Enfin, tu as, des retours Ouais. là-dessus? Alors là, on a déjà fait des échanges un petit peu avec les directeurs des structures et en fait, les témoignages qu'ils font, c'est que c'est quand même des lieux qui sont extrêmement difficiles. C'est Oui. des enfants qui ont, voilà, euh, c'est un petit peu comme dans les mesures d'exclusion, hein. C'est pas des gens qu'on Ouais. verra au cabinet, mais c'est tellement chouette de se dire qu'on va pouvoir aller s'aimer et qu'on va pouvoir euh, proposer voilà ces outils qui sont d'une richesse incroyable. Déjà, voilà, comme tu dis, aux animateurs, puis derrière, pour que ça infuse sur les jeunes, pour que chacun, voilà, il trouve aussi des voies pour avancer, pour apprendre sur lui-même. Et ça, vraiment, c'est quelque chose que moi, je trouve ça super parce que ça me change tellement du cabinet où voilà, c'est un autre profil de personnes qui viennent et moi, je suis à l'aise dans les deux. Mais je suis vraiment contente d'avoir été me reconnecter avec cet autre milieu que j'avais plus facilement dans mes classes Oui. et que j'avais moins au cabinet. Et d'aller retrouver et de pouvoir voilà, proposer des outils comme ça, c'est vraiment, ouais, c'est vraiment très puissant et moi, ça me nourrit beaucoup. Mhm. Ce qui me nourrit aussi beaucoup, bah, c'est toute la conception pédagogique parce que finalement, voilà, il y a des projets à construire, Ouais. il y a des propositions à faire, il y a des dossiers, faut un petit peu argumenter. Et puis, moi, ça me sort aussi complètement de ma zone de confort parce que je me voyais très bien au cabinet à transmettre auprès d'enfants, puis d'ados, ok, ça c'est bon. Et puis finalement, là, on me dit, bah, il y a des adultes, des jeunes adultes. Ouais. Ouais. Et puis là, il y a une crèche avec laquelle on est aussi en train de travailler, pareil, pour aller former les personnes de crèche sur les compétences psychosociales pour qu'elles puissent aussi pouvoir mettre ça en œuvre dans les sections des enfants de 0 à 3 ans. Ouais, Donc c'est moi, ça me ça, sort par complètement de ma... capillarité, quand on arrive à Ouais, toucher un peu tout le monde, si on attend que les enfants deviennent grands pour mettre en œuvre, bon, bah, ça va prendre un peu de temps. Mais du coup, par capillarité, quand on commence à accompagner des personnes qui eux-mêmes accompagnent, donc des ouais, auxiliaires de puériculture, des éducatrices en crèche, etc., des animateurs de structure, même des bénévoles, parce que les bénévoles, ils ont aussi cette envie ouais, d'aider, mais parfois
Ils sont pas toujours à une juste place non plus. Voilà, ils se découragent. Donc, quand on arrive à accompagner ce public d'adultes qui accompagne lui-même, eh bien, ouais, voilà, par ruissellement, on peut toucher tout le monde, quoi. Donc, c'est ça. Ouais, ça c'est chouette. Et puis c'est sympa parce que c'est aussi un des objectifs de Santé publique France Ouais, qui souhaitait qu'en 2030, tous les enfants qui soient sortis de l'école, ou en tout cas soient passés dans un cursus de développement et de soutien de ces compétences psychosociales. Donc là, moi ouais, je me dis, mais en fait c'est génial. Moi je me sens vraiment actrice et je me sens à ma place en fait parce que la psychopédagogie m'a permis de m'outiller pour pouvoir hop, comment dire, faire cette boucle ouais, avec ces autres publics. ouais. Alors, mais par contre, c'est quelque chose que je n'imaginais pas du tout en être là il y a 4 ans, ou il y a 5 ans quand j'ai lancé mon activité. Donc, c'est vrai que j'ai beaucoup de gratitude et je suis contente de pouvoir te dire, voilà, Isabelle, pour C'est tout ce trop que j'ai chouette. reçu à la fabrique. Parce que finalement, voilà, ça m'a permis de changer plein de petites choses, de repartir dans une autre posture, dans une autre histoire. Et aujourd'hui, avec tous ces projets, moi, je sens vraiment que ça me nourrit sur plein d'axes différents. Ouais. Et je me sens, voilà, je me sens bien, je me sens. Alors, comme on disait tout à l'heure, avec les risques aussi, comme tu dis, il faut faire attention. Il faut faire attention à pas mettre tous les projets en même temps. Parce Il que faut c'est faire ultra attention. enthousiasmant. Quand on Ouais. t'écoute, on se dit, waouh, ça c'est génial. Ah oui, ça c'est super. Moi j'adore aussi, vraiment faire ce que tu fais. J'ai plusieurs types de facettes aussi et j'aime beaucoup ça. Mais je sais que il faut faire attention de ne pas s'y perdre. Ouais. Et par moment, Mm, de mm, dire, bah mm, non, je ne vais pas pouvoir être la personne que vous demandez, ou pas tout de suite. Et ouais, donc, pour que notre métier continue à nous nourrir, à nous donner de l'énergie, mais qu'il ne nous épuise pas, ouais. Et ouais, d'autre part, ce que je ouais, trouve très intéressant dans ce que tu dis, c'est que ça suffit pas d'avoir envie de faire, d'être de bonne volonté, de sentir qu'on est fait pour ça. Il faut pouvoir se former. C'est-à-dire quand on se forme, voilà, qu'on rentre dans une juste posture, dans un cadre, dans une pratique qu'on va après enrichir, voilà, on va activer notre côté créatif. C'est pas pour s'enfermer dans une chapelle, hein, mais c'est vraiment de pouvoir, oui, la faire à sa sauce, quoi, faire sa cuisine avec ça. Ça garantit quand même, quand on est formé, ça garantit de pas faire n'importe quoi. Parce que j'ai un peu peur en ce moment. Je vois quand même des accompagnants autoproclamés qui, sur leur simple histoire, veulent aider les autres. Alors, ok, mm, c'est mm, très bien, mm, notre propre histoire peut être chouette, peut être aidante, mais si je n'ai pas travaillé, si je me suis pas formée à une approche qui garantit une sécurité, ben, je peux faire n'importe quoi. Donc, mm. euh, donc attention, c'est-à-dire s'il y a des parents qui nous écoutent, euh, ben voilà, allez, renseignez-vous sur les personnes que vous allez voir. Soyez sûr qu'ils ont fait un parcours de formation, qu'ils se sont formés d'une façon qui tient la route, qui a du professionnalisme derrière. Au-delà de la simple envie, hein, notre bonne volonté, elle est super, mais elle ne suffit pas, hein. Je pense que, si tu peux- je pense que tu partages cette... Oui, oui, oui. Moi, c'est Mm. vrai que je vois beaucoup de dérives, et puis aussi, on voit beaucoup de professionnels qui dénoncent ces dérives en ce Ouais, moment. Et c'est vrai que voilà, il faut être prudent. Euh, Moi, j'ai gardé un petit peu aussi un espèce de leitmotiv de rester dans un cadre ou dans des envies, dans un couloir, j'ai envie de dire. ouais, Il y a beaucoup d'activités que je fais, mais dans toutes ces activités professionnelles que j'ai développées, finalement, je, je suis avec la psychopédagogie en base, en socle. ouais. Voilà. Alors, bien sûr, il y a d'autres formations parce que moi, j'adore me former et continuer à apprendre. Et c'est quelque chose que vraiment je fais régulièrement parce que pour moi, c'est inconcevable de pas profiter de tout ça. Ouais. Et donc, mais je trouve qu'il faut, voilà, il faut faire attention à, voilà, pas non plus se perdre
trop dans des choses trop diverses, Ouais, c'est ça. euh, parce que sinon, euh, on en perd un peu peut-être le fil conducteur. Et puis aussi, après, je pense que les gens savent plus trop, en fait, mais qui Oui, on c'est vient ça. voir, quoi. Quand il y a trop de casquettes Oui, mais sur la si les tête, c'est casquettes, tu vois, c'est vraiment connaître son territoire et ça. pas être Exactement. VRP multicarte de l'accompagnement, donc je peux tout faire. Je me souviens, Mm, moi, dans mm, l'endroit où je suis, là, il y avait quelqu'un comme ça, un psy, il avait toutes les facettes. Il pouvait aussi bien s'occuper de la psychologie du travail que de la thérapie de couple, Et c'était tout et n'importe quoi, parce que tu peux pas être partout bon. Donc, ouais. il faut une entrée. Moi, mon territoire, je le connais, c'est le travail. Donc, le travail scolaire, les apprentissages, le travail en entreprise, les questions de burn-out, risques psychosociaux, etc. Et du coup aussi, en lien avec ça, l'entreprise, mais aussi la famille, puisque la famille, c'est quand même le lieu Mm, où se jouent toutes ces tensions autour de l'activité, etc. Mais je trouve que il faut aussi pouvoir dire non, là, c'est pas mon champ de compétence. C'est pas moi. Donc, je vais vous orienter vers quelqu'un d'autre parce que ça, je ne saurais pas le faire et je saurais pas le faire, ou bien je saurais pas le faire aussi bien que quelqu'un d'autre dont c'est la mm, 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 spécialité. Donc, tu as raison de mm. dire que pour ne pas s'éparpiller, pour ne pas s'épuiser, il faut pas être de tous les combats. Il faut vraiment Ouais. connaître son territoire et rester sur son territoire, même si ça se déploie de façon différente, comme on l'a vu avec toi là. Mais Mm, voilà, mm, ton mm. cœur, c'est la psychopédagogie positive, c'est accompagner à se sentir mieux avec soi, avec les autres et voilà, sur le terrain de l'école, dans les apprentissages, etc. Et dans ses compétences professionnelles. Donc, à partir de ce moment-là, je trouve que c'est une garantie qu'on a affaire à un bon professionnel. Quelqu'un qui dit non, non, moi, voilà, je veux pas, ne me demandez pas ça, je sais pas le faire. Je trouve ça plus rassurant que quelqu'un qui dit ouais, ouais, pas de problème, moi, je peux tout vous faire. Alors, je vous fais le ravalement de façade, la plomberie, le parquet, tu vois. Donc, ouais, ça m'inquiète un Ouais, peu, ouais, ceux qui savent tout faire. ouais, Du coup, ouais, cet tout à fait. équilibre-là que tu as trouvé là, donc avec vraiment, vraiment l'accompagnement d'enfants, d'ados, d'adultes, hein, puisque je répète Ouais. encore et toujours que la psychopédagogie positive, c'est aussi pour les adultes. Moi, je fais de la psychopédagogie positive en entreprise avec des équipes, hein, je ne fais pas autre chose. Euh, donc, euh, donc, sur ces multiples facettes-là, euh, comment tu fais, comme tu disais, comment tu fais pour pas t'épuiser? Qu'est-ce qui te donne de l'énergie et qu'est-ce qui serait susceptible de t'en retirer? Et là, tu fais très, très attention. Alors, je vais peut-être commencer par ce qui m'enlève de l'énergie. Ouais. Euh, il y a parfois voilà, des accompagnements au cabinet qui sont vraiment énergivores. Mhm. Des ados qui sont pas du tout dans l'échange, où on sent une énorme inertie qu'on a du mal à mettre en mouvement, avec aussi des troubles divers des apprentissages, hein, qui sont parfois voilà, lourds et difficiles. Et ça, je trouve que euh, je fais attention quand je sens qu'un accompagnement va être difficile, va me prendre plus d'énergie. Je fais attention à le mettre dans mon emploi du temps à un moment donné où ça va pas être le mercredi soir après une après-midi complète de consultation. À un moment où je vais peut-être avoir plus de ressources, etc. Je fais attention à équilibrer. Et puis quand c'est trop compliqué aussi, voilà, de différer dans le temps. Là, voilà, on va faire une pause parce qu'en fait, là, moi, ça me prend trop d'énergie et ça fonctionne pas. Et puis on va voir après dans un Ouais. espace-temps où, voilà, où ça sera peut-être plus envisageable. Ça, c'est peut-être quelque chose ce qui me prend ouais, ça prend beaucoup d'énergie, je trouve. Beaucoup de bandes passantes. Euh, Bande passante, c'est ça, Ouais, c'est ça. voilà. Moi, souvent, je dis Après, il y ça, a je dis, oh aussi, là là, ça me prend beaucoup de bandes passantes. Ouais. ouais, ouais, je trouve, voilà, c'est bon, c'est comme ça, mais après, on y arrive, il faut trouver le juste équilibre. Ce qui me prend de l'énergie encore, euh, après, voilà, c'est peut-être toute cette organisation qu'il y a derrière, hein, parce que finalement, bah, voilà, il Oui. faut gérer l'administratif, Ouais. la facturation, voilà, tout.
Bon, c'est pas ce que je préfère, hein, clairement, mais voilà, c'est comme ça. On Je passe connais tous par là. personne qui adore ça hein, dans les métiers de Non, l'accompagnement. C'est vraiment la partie qui est. Personne va dire, ouais, oh, quelle joie de donner ma comptabilité bien faite, de finir mes factures, etc. Je pense qu'on n'a pas choisi ce métier-là pour faire du pur administratif, mais on doit non, le faire. On doit non, le non, non. faire. Ouais. Et puis, ce qui me nourrit, je pense que c'est toutes ces équipes dans lesquelles je passe et où on peut avoir des échanges sur les enfants qu'on accompagne, sur telle ou telle famille qui nous préoccupe, et d'avoir des visions pluridisciplinaires. Moi, c'est quelque chose qui me nourrit énormément, de pouvoir travailler de plus en plus en réseau avec des neuropédiatres, des neuropsychologues, avec des orthophonistes, etc. Ça, c'est quelque chose qui me... Waouh. Je trouve que c'est vraiment très, très puissant parce on sait qu'on peut compter sur un réseau. Oui. Donc ça, c'est vraiment, c'est très très précieux. Et puis toutes ces réunions d'équipe, voilà, là, au club ado, à la maison des familles, moi, je trouve que c'est toujours d'une richesse incroyable parce qu'on arrive tous d'horizons très différents, mais finalement on est là tous pour la même chose. Euh, on est là pour aider, voilà, participer au bien-être collectif. Et ça, c'est quand même, ouais, c'est fort d'avoir des gens qui se lèvent comme ça. Les orthophonistes, elles ont pas beaucoup de temps, hein. On sait qu'elles sont quand même bien prises d'assaut en ce moment, que c'est des métiers qui sont sous tension. Ben, quand je vois, voilà, les orthos avec qui je travaille, qu'on peut aller se retrouver pour réfléchir sur les prochains projets qu'on va mener dans des structures municipales, moi, je trouve ça incroyable. Je trouve que c'est vraiment, voilà. Et Oui, donc, c'est après, il y a ça. toute la conception. Une des clés, c'est celle-ci, c'est de ne pas rester seul et de pouvoir confronter les points de vue, même si on n'est pas d'accord parfois, mais en tout cas d'être en, comme tu dis, en réseau, de regarder la situation sous différents prismes et de savoir que soi-même on contribue à ça, ça amène beaucoup de sens dans Ouais, l'activité. Moi, je pense que ce qui permet de se sentir bien et de ne pas s'épuiser, c'est toujours savoir qu'il y a du sens dans ce qu'on fait, quoi. ouais. Et puis, tu vois, moi, ça en est devenu une priorité. C'est-à-dire que entre une séance avec un ado ou bien un point de situation avec une ortho ou un café avec une maîtresse parce Ouais. qu'il faut qu'on fasse le point sur un enfant ou une réunion entre soignants de la ville, et ben moi, maintenant, enfin, c'est vraiment quelque chose que je fais passer en premier. Parce que voilà, ces échanges, ils sont fondamentaux, même pour travailler sur ma posture, pour continuer à me questionner, pour mieux comprendre certaines situations. Et ça, c'est vraiment ces rencontres-là, c'est une grande joie. Pour moi, c'est vraiment quelque chose ouais, qui me fait du bien et qui me nourrit Et énormément. c'est intéressant aussi parce que ces temps-là sont des temps qui ne sont pas payés, Ouais. mais qu'il est essentiel de prendre parce que la rétribution, elle arrive autrement. Elle n'arrive pas en euros, mais elle arrive en ressourcement, en compétences, etc. Et puis après, effectivement, il y a peut-être des projets qui vont apparaître et qui là seront rémunérateurs. Mais il y a vraiment de se dire parfois, il faut perdre. Moi, je pense pas que c'est ni perdre du temps ni perdre de l'argent, c'est au contraire s'enrichir autrement pour pouvoir ensuite vraiment être, ouais, être bien dans sa pratique, dans son activité et euh, ne pas s'y épuiser, quoi. Vraiment, Ouais. c'est impératif, ça. On a Mm, un mm, seul mm. corps pour toute la vie, pour faire tout le voyage. Donc, si on le fatigue trop, on va être utile à personne, quoi. Il y a un moment, on est utile à personne si on s'est cramé complètement et si on ne préserve pas un équilibre global de santé mentale, santé affective, santé relationnelle, etc. Donc, Ouais. Ouais, ouais. Et puis peut-être pour refaire la boucle, tu vois aussi avec le temps, euh, gérer son temps sur la semaine, c'est quelque chose, mais gérer sur l'année. oui, Parce que finalement, on arrive au mois de septembre, waouh, on est plein de soleil, on est plein ouais, d'énergie. Et on sait très bien moi je sais très bien que novembre, décembre, janvier, février, c'est des mois qui sont très très chargés au cabinet, mars aussi, ouais. avec beaucoup de demandes. Et dans ces temps-là, bah, de prioriser, en fait, là, j'ai besoin de 10 jours de vacances. Et voilà, bah oui, on est entrepreneur, donc on n'est pas, c'est du temps de vacances, et on n'est pas rémunéré sur ces moments-là, mais c'est pas grave. En fait, pour pouvoir revenir en étant plus disponible, c'est super important. Euh, moi, ça s'harmonise aussi avec la vie familiale, hein. Bien sûr. Forcément, c'est aussi quelque chose qui me nourrit. Et c'est comme ça, moi, que je
construit mon activité finalement, euh, en mettant voilà des priorités parfois qui sont dures, hein, mais qui sont pour mes enfants, pour ma famille, pour pouvoir être bien après, voilà, au cabinet et dans les autres endroits où je vais travailler. Presque l'inverse peut être vrai aussi, parce que moi, je me souviens que quand j'ai monté mon cabinet, etc., au début, tu dois lancer ton activité, donc tu vas prendre voilà, du temps de famille, mais toi, j'ai un conjoint qui s'y est collé très, très bien. Et après, quand même, comme toutes les femmes, on a ce petit fond de culpabilité, là, dès qu'on devient mère, la chape de culpabilité qui nous tombe sur la tête. Et j'avais demandé comme ça à mes enfants, j'avais dit, mais voilà, c'est vrai que parfois, j'ai pas été super disponible. Et eux, ils disent, bah non, maman, pas du tout. Quand on avait besoin de toi, tu étais toujours là. Et j'avais pas conscience de ça. Moi, je regardais que le côté où, ouais, ça se trouve, je travaille trop, je leur prends. Mais eux, ils étaient très contents, hein, c'était très bien. Et j'oubliais de voir que, effectivement, quand ils avaient besoin de moi, j'étais toujours là. Donc, et maintenant, je le fais depuis un certain temps, mais dans mon planning, même sur l'année, je vais poser des temps de respiration en disant, là, à ce moment-là, je ne travaille pas, je ne vais pas travailler. Et du coup, ça me permet Mm. de libérer du temps. Là, par exemple, ma fille aînée déménageait et, compte tenu de son activité, ne pouvait pas s'occuper des cartons. J'avais banalisé 5 jours en disant, t'inquiète, j'arrive et je fais des cartons. Donc, c'est vraiment ouais, de pouvoir trouver une respiration et de pas être que sur du travail, mais voilà, de mettre plusieurs choses dans sa vie pour trouver cet équilibre nécessaire, quoi. Parce qu'on va être Ouais, très, très ouais, sollicité, mais on a aussi cet élan naturel de vouloir donner beaucoup. Donc, il faut vraiment faire attention à soi-même, j'allais dire. Parfois, c'est même pas les autres. Quand on accompagne, c'est vraiment se dire, mais tu vas pas un peu trop loin là, c'est pas un peu trop ce que tu fais, donc de pouvoir se freiner. Donc, je ouais, pense que ça, c'est important de savoir s'observer. tout à fait. Ouais, je suis bien d'accord. Mm. Et ça rejoint vraiment, voilà, moi, le tête, cœur, corps de la psychopédagogie positive. Donc, je trouve que c'est, euh, si, quand j'oublie un peu de corps, quand j'oublie un peu de cœur, ou quand Ouais. j'oublie un peu de tête, et bien, en fait, assez vite, je le sens et je me dis, mais OK, allez hop, on rééquilibre et puis on donne cet espace pour voilà pour pouvoir aussi être comment dire crédible dans ce qu'on fait dans notre activité. Et voilà, c'est autant que je commence par me l'appliquer à moi-même pour pouvoir après Oui, le oui, d'être transmettre le mieux bien possible. aligné. Moi, ce que j'entends Ouais, surtout là, voilà, pour clore cette discussion très intéressante, c'est que tu as su mettre de la différentes couleurs à ta palette de praticienne en psychopéda. euh, pour que ce soit savoureux. Tu vois, quand je t'entends, je trouve que ça a du sens à chaque fois quand tu dis bah, les consultations individuelles, la crèche, accompagner des jeunes qui sont vraiment un peu hors cadre, etc. Tout ça, ça me semble hyper riche. Et en même temps, il y a un fil rouge, ça a complètement du sens, quoi. Et j'ai la sensation que ça te nourrit infiniment et c'est ça qui fait que ben, tu vas pas t'épuiser dans ton activité, quoi. Que tu restes en ouais, santé, quoi. ouais. C'est ça, ouais. Et c'est un vrai défi. Moi, j'ai vraiment, j'ai envie de dire à tous ceux qui nous écoutent, peut-être bah, de prendre le temps de se questionner là-dessus. En fait, comment dans mon quotidien, comment dans mon activité, je me protège de ces risques et de ces moments où ça peut basculer, où ça peut être difficile. Et puis Si on est surtout de bien là où on est, se demander si ce que l'on fait a du sens. Je pense que ouais, ça, c'est ouais, une ouais, grosse valeur dans les métiers d'accompagnement, de toujours garder la sensation de contribuer et ce que je fais a du sens, donc je peux continuer à le faire. ouais, Ouais. tout à fait. Ouais, ouais, ouais. Ouais, super. Bah écoute Marie, merci infiniment pour ce partage. C'était super intéressant, très inspirant pour ceux qui peut-être se demandent est-ce que je me lance, j'aimerais faire un métier d'accompagnement ou certains qui ont envie de faire de la psychopédagogie positive et qui s'interrogent genre, mais comment je vais le faire? Est-ce que je vais pouvoir en vivre même parfois? Certains nous demandent ça. Mais là, on voit bien Ouais, que bah, voilà, quand on ouvre la pratique, il y a des choses qui arrivent et puis, on trouve un équilibre quoi, dans le métier. ouais. Merci En beaucoup. laissant le temps au temps, hein, j'ai envie Ouais, de conclure. exactement, exactement. Voilà. Ouais, le Ça, temps, c'est c'est ce tellement qu'on important. retient aussi de ton intervention.
Voilà, ça se Merci construit et voilà. infiniment Merci pour ton Isabelle. partage. Merci beaucoup et je te dis à très vite.